Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. iPhone, iPad et Mac, ce sont trois produits bien distincts aujourd'hui, mais cela pourrait changer. La rumeur d'un MacBook à écran tactile refait surface, l'iPhone Fold pourrait jouer le rôle d'un mini iPad, et la pertinence d'iPadOS est plus questionnée que jamais. Alors à quoi pourraient ressembler les plateformes d'Apple dans les mois à venir? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler des Mac mini qui sont fabriqués aux États-Unis, des hausses de prix qui se généralisent, et enfin des contenus générés par IA qui saturent l'App Store et divers projets. Nous sommes le samedi 28 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est le calme avant la tempête. Il n'y a pas eu de nouveaux produits Apple ce mois-ci, mais il y en aura plein en mars. Tim Cook a confirmé que des nouveautés seront annoncées à partir de lundi. Salut Christophe, ça va? Bonjour Stéphane, ça va très bien et toi? Ça va bien, ouais. Est-ce qu'il y a un produit que tu attends en particulier dans les annonces de la semaine prochaine? Non mais tu crois vraiment qu'il va y avoir des annonces produits? C'est pas plutôt un événement pour faire la promotion de la TF1 et de la Formule 1 pardon, et de la MLS sur Apple TV+? Ah, c'est pas impossible, Apple parce TV. que la F1, on va en bouffer là, et ils ont décidé d'en mettre partout. Je trouve sincèrement que, alors on va revenir à ta question, que ça va un petit peu loin faire à ce point-là la promo de la F1 dans Plan. Alors, on parlait de la publicité qui arrive et qui allait arriver tôt ou tard dans les services d'Apple. Alors, pour l'instant, il y a pas vraiment de publicité sur Plan, mais par contre, niveau autopromo, ça va quand même assez loin. Hein. Bon, alors par rapport... Non, mais effectivement, j'espère quand même qu'il y aura quand même quelques produits qui vont sortir la semaine prochaine. Oui, non, on s'ennuie sûr. un peu, on a envie de jouer quand même, hein, faut le dire. Non, alors moi, il y a... Alors, je suis pas client dans les deux produits, mais je suis impatient de voir ce qu'Apple va faire avec ce fameux MacBook low cost, parce que quand Apple s'intéresse à l'entrée de gamme, c'est toujours intéressant. Et il y a toujours un petit côté, peut-être souvent on est un petit peu déçu, parce que là, on a longtemps parlé d'un produit qui pourrait éventuellement coûter $599, et tu verras qu'il en coûtera $200 de plus. C'est toujours un peu risqué de se lancer dans ce genre de prophétie, on va me ressortir les bandes bientôt. Non, mais souviens-toi, il y avait eu cette histoire avec l'iPhone 16e, où on nous avait dit Apple va sortir un iPhone à un prix intéressant. Alors là, on avait été très déçus par le prix. Mais bon, quelques mois plus tard, on peut acheter un iPhone 16e à, je sais pas, on va dire 500 €. Et là, c'est une toute autre histoire. C'est un téléphone qui est vendu à un super prix. Et l'autre produit, alors sur lequel je suis aussi assez impatient, c'est le MacBook Pro M5, parce qu'on l'a longtemps qualifié de speed bump. Alors, est-ce que ça sera simplement un speed bump, ou est-ce qu'Apple va, c'est ce qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises, nous offrir une variété de puces qui fait qu'on pourrait avoir un usage très spécialisé du portable d'Apple, et d'arrêter d'avoir, on va dire, une puce qui convient à tous les usages. Ça sera l'autre point intéressant. Personnellement, alors j'allonge un petit peu la liste. Alors, j'attends de voir l'iPad Air, parce que on parle souvent de nouveautés Apple, et si je vois que quand même j'ai un produit à la maison qui commence véritablement à fatiguer, c'est mon iPad Pro, et je pense que tôt ou tard, il va falloir que je me fasse à l'idée de le remplacer. Et toi, il y a des choses qui t'intéressent? L'iPad mini, c'est encore un peu tôt, d'après ce que j'ai compris. L'iPad mini, c'est un peu tôt, mais c'est vrai que tu parlais d'appareil qui se fait vieillissant. Moi, mon iPad mini 6 devient de plus en plus insupportable. On en a parlé un peu tous les deux en privé. Le niveau de la batterie, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut vraiment que je le recharge très souvent. Le stockage aussi, en fait, j'ai 64 Go dessus, et à chaque nouvelle bêta, je suis obligé de passer par le truc optimisation du stockage, sinon je ne peux pas installer la bêta. Pourtant, je mets pas beaucoup de choses dessus, mais ça se remplit quand même très vite. Donc, mais voilà, l'iPad mini, a priori, faudra encore attendre un petit peu. Non, sinon, un peu dans le même domaine, en fait, c'est mon MacBook Air M1 qui commence quand même à montrer ses limites. Donc, MacBook Pro M5, ça m'intéresse pas mal. Et puis, l'Apple TV. L'Apple TV, alors c'est moins pressé que les autres appareils. Ah, tu y crois? Et oui, alors là, les rumeurs, c'est pas très clair sur une sortie la semaine prochaine. Ça m'étonnerait, mais je pense, comme beaucoup de monde, j'attends de renouveler mon Apple TV pour un nouveau modèle c'est une possibilité, mais j'ai arrêté d'y croire. Mais le MacBook Pro, et on va parler tout de suite, c'est vrai que MacBook Pro M5, ça serait au niveau de la puissance, que ça serait vraiment pas mal par rapport à mon MacBook Air M1. 6 ans après, c'est sûr qu'il y a eu un bond assez significatif de puissance.
Mais il y a ces rumeurs de MacBook à écran tactile aussi qui sont très alléchantes et qui font se poser la question de est-ce qu'il faut attendre encore quelques mois supplémentaires ou pas. Donc on en vient au premier sujet de la semaine. C'est la rumeur d'un MacBook Pro à écran tactile. Alors c'est pas la première fois qu'on entend en parler, hein, mais il y a quelques détails supplémentaires. D'après l'incontournable Mark Gurman, le MacBook Pro M6 qui sortirait à la fin de l'année aura une Dynamic Island, comme l'iPhone. J'ai envie de dire que c'est pas trop tôt, hein, parce que l'encoche des MacBooks, elle est vraiment pas très jolie et inutile. Concernant cet écran tactile, macOS 27 pourrait s'adapter dynamiquement aux gestes. Les boutons pourraient s'agrandir automatiquement quand on touche l'écran avec ses doigts. Et des menus spéciaux pourraient aussi apparaître. Et l'arrivée d'un écran tactile sur Mac pose pas mal de questions, hein, d'autant que ce ne serait pas le seul bouleversement cette année. On s'attend aussi à un iPhone pliant qui pourrait servir d'iPad mini. Alors il va rester quoi l'iPad, Christophe ? Alors oui, il va y avoir effectivement beaucoup de concurrence, que ça soit à gauche avec cet iPhone pliant qui, quand il sera déplié, ce sera, on va dire, au moins un iPad mini, Ouais. et au Mac qui, effectivement, lorgne de plus en plus sur l'iPad. Ceci dit, je me suis quand même posé la question du tactile sur le Mac. Alors, je vais dire des choses très ambivalentes. Quand vous voyez un enfant approcher un ordinateur, vous vous dites que c'est évident qu'il faut que l'écran d'un ordinateur devienne tactile. Mais en même temps, est-ce que ce sera vraiment pratique ? Alors, on va pas ressortir les mêmes choses. Forcément, vous tenez pas un Mac comme vous tenez un iPad. D'après ce que j'ai cru comprendre, Apple ne prévoit pas que l'on puisse détacher l'écran du reste de l'appareil. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Et puis surtout que le problème des écrans d'Apple, c'est qu'ils sont tellement fins sur les MacBooks que c'est fragile, donc il faut faire gaffe aussi. Vraiment, je suis impatient de voir cette machine quand elle sortira à la fin de l'année. Et puis, est-ce qu'elles seront compatibles avec l'Apple Pencil ? Alors, on imagine, mais ça, j'y crois pas trop. Ouais, mais c'est ça, je sais pas. Tu penses ? Mais s'il est tactile et t'as pas le bizarre, Pencil, hein. c'est bizarre. Mais en même temps, effectivement, c'est pas pratique dans l'état de. Ouais, non. Ce que disait Mark Gurman, ça serait plutôt présenté comme un bonus, quoi, que comme vraiment une alternative à l'iPad. Ouais, voilà. Mais bon, tout ceci est à l'heure actuelle encore très confus. Donc, j'attends de voir. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé l'idée de Matt Birchler qui disait, effectivement, enfin, il faisait à peu près le même constat que nous, et il disait que, finalement, cette histoire allait amener à terme à la fin de iPadOS. Alors, il avait une division qui était assez intelligente, mais qui était aussi un casse-tête marketing, c'est-à-dire que, grosso modo, l'iPad classique et l'iPad mini, ils vont hériter de iOS. Et macOS, l'iPad Pro héritera de macOS. Alors, quid de l'iPad Air, parce que dans sa déclinaison 13 pouces, il est quand même très proche d'un iPad Pro, mais bon, on peut même imaginer que Apple revoit, si elle adoptait une telle stratégie, de fond en comble sa gamme de produits pour l'iPad. Alors, j'aime bien l'idée parce que, effectivement, comme beaucoup, moi je trouve que l'iPad Pro est un outil qui est terriblement... la partie logicielle est terriblement frustrante. Alors déjà, il y a le système de fenêtres qui est pas aussi pratique que sur un Mac, mais il y a des limitations qui sont complètement arbitraires. Moi, je comprends pas pourquoi on ne peut pas, par exemple, faire de la virtualisation avec un iPad Pro. Alors c'est sûr que si on lui donne macOS 10 comme moteur, oui, ça change complètement l'équation, et de se dire que l'iPad Pro est quasiment un Mac comme un autre, oui, ça lui ouvrirait de nouvelles possibilités. Alors après, même le terme d'iPad, ça va être difficile à vendre d'un point de vue marketing. C'est-à-dire que voilà, il y a un iPad qui aurait, on va dire, un iOS ou peut-être l'étiquette macOS, l'iPadOS qu'elle compte dire à garder. Mais alors dire, voilà, l'iPad Pro qui tourne sur le nouveau macOS, il y a quelques casse-têtes marketing qui fait que tout ça, je trouve l'idée terriblement séduisante, mais j'ai un peu de mal à y croire. On va continuer le tour de l'actu avec le Mac Mini, cette petite machine qu'on adore. Apple a annoncé qu'elle allait faire assembler des Mac Mini aux États-Unis cette année. Ça sera une première. Une partie de la production du Mac Pro s'effectue déjà aux États-Unis depuis longtemps, mais ce n'était pas le cas du Mac Mini. Et par ailleurs, dans cette même usine du Texas, Apple va accélérer la production de ses serveurs maison qui servent à faire tourner Apple Intelligence. Est-ce que ce sont des annonces qui comptent vraiment ou c'est juste pour faire plaisir à Donald Trump ?
Oh, bah, je pense qu'un peu les deux, parce que le timing de l'annonce, il était quand même pas anodin. Quand on a vu Apple annoncer comme ça, l'air de rien, que le Mac Mini allait être produit aux États-Unis d'ici quelques mois, et voilà, c'était le jour même du discours de Donald Trump sur State of the Union, je crois. Ouais. Donc voilà, oui, le timing était particulièrement bien pensé. Et puis, pour faire l'annonce, Apple a fait venir en amont des journalistes du Wall Street Journal, regarder les usines de nos partenaires, regarder, enfin voilà, il y avait toute... Apple avait une idée derrière la tête. Et puis, c'est pas totalement innocent de faire cette annonce-là, parce qu'il y a quand même des rumeurs qui laisse entendre qu'Apple pourrait à terme abandonner le Mac Pro. Alors si on se retrouve avec aucun Mac produit aux États-Unis, là je pense que cela pourrait fâcher notre ami Donald. Mais malgré tout, on peut aussi reconnaître qu'Apple fait toujours plus de choses aux États-Unis. Alors c'est une politique de petits pas, mais c'est pas non plus insignifiant. Tim Cook a été invité dès 2023 à une réunion. Alors là, c'était l'autre administration américaine qui était à l'époque au pouvoir, pour sensibiliser les dirigeants de plusieurs grands groupes américains, donc dont Apple, à l'hypothèse d'une invasion de Taïwan par la Chine à horizon 2027. Donc on y est presque. Alors si un tel événement se produisait, ce serait évidemment un véritablement tremblement de terre pour de nombreux groupes high-tech, dont Apple et Nvidia. Et forcément, il faut quand même se préparer à un plan B. Alors, il s'y prépare. Sans doute pas assez rapidement, mais il s'y prépare. Et d'ailleurs, dans ce contexte-là, je me demande, alors parce qu'il faut ramener ça au contexte européen, pourquoi l'Union européenne ne fait pas davantage pression sur Apple pour qu'Apple rapatrie également une partie de sa production en Europe. Et l'Europe, comme tu le sais sans doute, c'est une exception au niveau mondial pour Apple, car la seule usine qui appartient véritablement à Apple, alors ça a peut-être changé depuis, mais j'en ai pas connaissance, elle se situe à Cork en Irlande, où sont notamment assemblés des iMac. Mais pourquoi ne pas aller plus loin ? On poursuit avec les conséquences fâcheuses de l'explosion du prix de la mémoire vive. Alors pour rappel, comme l'industrie de l'intelligence artificielle s'est accaparée toute la rame du marché, les prix montent à des niveaux incroyables et ça se répercute sur plein de choses. Cette semaine, OVH a annoncé une grande vague d'augmentation. Alors plutôt que de rendre certains services inabordables, l'hébergeur a décidé de lisser la hausse sur ses nombreux forfaits. Les VPS par exemple, qui sont des offres très populaires pour faire tourner des sites, vont ainsi passer de 5,39 € à 7,79 € par mois. Donc ça fait une belle augmentation de 44%. Puis dans un autre domaine, Samsung a augmenté les prix de la plupart de ses nouveaux smartphones. Le Galaxy S26 débute ainsi à 999 €, 40 € de plus que son prédécesseur. Et les augmentations vont même jusqu'à 140 €, comme le S26 Ultra en version 1 Tera qui coûte ainsi 1969 €. Est-ce que ça risque pas d'être compliqué de faire un MacBook low cost en ce moment ? Ah si, c'est pas facile. Et en plus, là, tu prends l'exemple de Samsung qui est particulièrement pertinent, hein, car Samsung produit de la mémoire, et s'il y a une société... Alors, bon, c'est un fonctionnement très compliqué parce que c'est des entités complètement différentes, mais s'il y a une entreprise qui peut éventuellement faire un peu différent les choses, c'est Samsung, mais elle n'y arrive pas. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On se retrouve effectivement avec des avertissements sur avertissements. Alors, c'était encore... cette histoire d'augmentation de prix de la RAM, ça restait encore assez théorique, même si on le sent déjà depuis quelques temps. Mais là, je pense que ça va prendre... ça va être beaucoup plus concret dans les semaines à venir. Et d'ailleurs, le marché des smartphones est en train de se retourner. C'est quand même assez fou parce qu'il se portait plutôt bien il y a quelques mois encore. Alors on avait bien vu d'ailleurs les ventes d'iPhone qui ont très bonne mine depuis maintenant 1 an. Et là, on annonce une baisse de 10% du marché des smartphones pour cette année. C'est quand même pas rien. Et le séisme qu'on est en train de vivre, les analystes disent qu'ils comparaient ça à la pandémie, et pour eux, la pandémie, c'est peanuts à côté. Donc voilà, et donc avant d'aller un peu plus loin, c'est aussi, on va dire, un avis qu'on a émis sur Mac Génération. Si vous
pensez, enfin, si dans vos prévisions, vous pensez acheter un Mac avec beaucoup de mémoire vive, avec beaucoup de stockage, pensez peut-être à accélérer vos décisions, car comme on l'a dit, Apple va annoncer de nouveaux produits en début de semaine prochaine. Elle va donc très probablement fermer l'Apple Store, et quand elle fait ça, elle en profite souvent pour faire de petits ajustements. Je ne serais pas étonné qu'on assiste à des sauts assez importants dans les options lorsqu'on cherche à avoir plus de RAM et plus de stockage. C'est pas un avertissement comme ça lancé, on va dire, au débeauté. Il y a 1 an, Apple avait déjà fait la même chose, alors qu'on n'était pas du tout enfin, la poussée inflationniste était quand même bien moindre par rapport à celle qu'on connaît actuellement. Donc, quand l'Apple Store risque d'ouvrir ses portes, on pourrait avoir quelques mauvaises surprises. Donc oui, effectivement, pour en revenir au MacBook Low Cost, c'est sans doute le pire des moments. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai un peu peur de toute manière qu'on se retrouve dans le haut de la fourchette avec un MacBook Low Cost qui soit par exemple proposé à $699 pour le marché d'éducation et $799 pour les autres. Mais il faut aussi dire que les prix chez Apple, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que le MacBook Low Cost, à l'image de l'iPhone 16e, pourrait être affiché à un prix relativement élevé, donc $799 par exemple, et on pourrait le retrouver peut-être dans 6 mois ou 1 an à $150 de moins. Donc tout est possible. Ceci dit, on a quand même listé beaucoup de leviers qui ont sans doute permis à Apple de faire baisser la facture de son nouveau Mac. Donc déjà, elle utilise un processeur d'iPhone qui coûte nettement moins cher, mais ça veut dire aussi pas de Thunderbolt. Elle a aussi, a priori, mis au point un nouveau procédé d'assemblage qui est nettement moins coûteux que les MacBook Air et MacBook Pro actuels. Et puis après, il y a toute une série de petits choix qu'elle peut faire, à commencer par des SSD un peu moins rapides, pas de rétroéclairage sur les claviers, pas de True Tone sur l'écran, pas de recharge rapide. Retour en 2005, là. Ouais, et oui, Giga de RAM. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Retour en 2005. Okay. C'est à voir, mais c'est sûr que ce sera passionnant de voir à la fois le prix de cette machine et les choix qu'Apple a fait. Ouais, on saura ça a priori dans les tout prochains jours. Ouais. On va terminer le tour de l'actu en parlant encore des conséquences de l'intelligence artificielle. ChatGPT, Gemini et les autres rendent plus accessible tout un tas de choses. On peut notamment créer des applications sans savoir coder. J'ai testé moi-même, ça marche vraiment et c'est très facile. Et du coup, plein de gens se mettent à créer des applications. Alors, c'est pas le problème en tant que tel, c'est formidable de pouvoir expérimenter soi-même le développement iOS. Mais le problème, c'est que l'équipe de validation de l'App Store ne suit pas. On a remarqué que depuis des mois, de nombreux développeurs se plaignent que leurs nouvelles applications ou leurs mises à jour mettent beaucoup plus de temps pour être validées. On parle de plusieurs jours quand la validation se faisait généralement en moins de 24 heures avant. Et des projets open source ont un problème assez similaire. Il y a un gros afflux de contributions générées par IA. Alors les nouveaux contributeurs n'ont pas forcément de mauvaises intentions, mais leurs rapports font perdre beaucoup de temps aux responsables des projets parce qu'ils sont souvent truffés d'erreurs. Alors, comment on fait pour gérer tout cet afflux de contenu généré par IA ? Alors là, on reconnaît vraiment bien le journaliste, Stéphane, bravo. Il y a 14 jours, on nous explique que le vibe coding, c'est formidable, c'est génial, et là, 2 semaines plus tard, qu'est-ce que c'est que ce bazar que ça met sur l'App Store et les projets open source ? Non, mais ceci dit, tu as tout fait raison de signaler ça, c'est un vrai souci. Alors, bon, pour Apple, on a envie de dire que c'est assez simple de résoudre le problème, ils vont mettre une IA de l'autre côté et les IA vont discuter entre elles et ce genre de choses. Voilà, mais on avait oublié, ceci dit, à quel point le délai de validation n'était plus une friction chez Apple. On se souvient, il y a 10 ans, lorsqu'on envoyait une application sur l'App Store, on se dit ça va durer, si on est vraiment chanceux, ça va durer 3 jours. Au pire des cas, on est parti sur du 7-10 jours. Là, oui, je sais pas s'il y a de solutions faciles. Alors évidemment, Apple pourrait embaucher plus de développeurs. Oui, mais c'est évident que le vibe coding va changer la phase du développement et qu'il va risque d'y avoir beaucoup plus d'applications. D'ailleurs, tu es le premier à avoir remarqué ça au niveau de la rédaction. On reçoit de plus en plus de demandes de tests d'applications, la plupart étant vibe codés et pas toujours de qualité extraordinaire, je crois.
Ouais, on le remarque effectivement. Alors il y a des projets, qui sont très bien, hein. D'ailleurs, je prépare un nouvel article sur le sujet avec des développeurs, qui ont fait de bonnes applications vibe codées. Enfin, je parle de développeurs, oui, on peut parler enfin, en fait, il faudra inventer peut-être un terme. C'est des nouveaux développeurs, néo-développeurs, je sais pas. Ils savent pas coder, mais avec, ils vibe code. Donc, c'est-à-dire voilà, ils ne peuvent pas vérifier vraiment leur code. Néanmoins, ils arrivent à faire des applications. Certaines sont tout à fait correctes, d'autres au contraire, ben, c'est pas bien du tout et tu vois que, c'est, aussi, une manière opportuniste, dans certains cas de faire de l'argent, donc ça pose, plein de nouveaux problèmes, ouais. Alors, c'est évident de toute façon que l'offre logicielle va exploser, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Moi, je pense que sur certaines choses, c'est une vraie opportunité parce que on se retrouve en 2026 à utiliser toutes les mêmes applications, alors qu'on fait tous des choses très différentes avec un ordinateur. Je parle de notre projet, on a des outils pour que l'on puisse écrire l'article, pour qu'on puisse écrire des articles, et on a des idées pour aller beaucoup plus loin, mais on n'arrive pas à faire ces outils, faute de temps et faute de moyens. Et là, le vibe coding pourrait nous aider, là, avec nous, on a l'expertise d'un développeur, pour aller beaucoup plus vite et arriver à mettre au point un environnement de travail qui serait pertinent à la fois sur le Mac et à la fois sur l'iPad et qui pourrait nous faire gagner en productivité lorsqu'on écrit des articles et éviter de faire des va-et-vient entre 5 et 6 applications pour faire des choses à chaque fois qui sont relativement basiques. Mais je pense que le vrai problème, alors parce que bon, pour Apple, tu l'as dit, l'App Store, ils ont les moyens, c'est pas tellement un souci. Enfin, voilà, ils peuvent toujours embaucher du monde pour régler le problème. Oui, oui. Là où je suis, par contre, beaucoup plus inquiet, effectivement, c'est sur les projets open source. On pourrait voir ça effectivement comme une opportunité d'avancer plus vite, mais effectivement, si le code commence à devenir de moins bonne qualité sur les projets open source, ça pourrait être problématique. Et il y en a qui ont souligné le fait que certains esprits malveillants pourraient profiter de cela pour injecter des lignes de code dans certains projets open source de manière à surveiller ou créer des cyberattaques. Mais voilà, les projets open source, ça peut être un vecteur d'attaque très intéressant. Ouais, mais il y avait un développeur qui a fait une proposition intéressante, je trouvais, c'était peut-être faire un système de parrainage pour les contributeurs des projets open source, que ceux qui sont déjà impliqués dans le développement parrainent en quelque sorte les nouveaux contributeurs en disant bah, celui-ci il est fiable donc il peut contribuer au projet en soumettant des idées de changement ou de nouvelles fonctionnalités. C'est peut-être une piste à explorer pour faire face à cette grande vague de contributions générées par IA. Ouais. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le monde du développement va devoir s'adapter d'une manière ou d'une autre parce que enfin, c'est une vague qui est très puissante. Et puis là, entre guillemets, on critique le vibe coding. Mais enfin, il y a des développeurs qui gagnent du temps en laissant les intelligences artificielles faire du code. Et il y a des fois où, alors, quand c'est très encadré, très bien encadré, elles font du code qui est tout à fait pertinent et qui est très bien écrit. Hein. Tout à fait, ouais. Il y a du bon comme du moins bon. Voilà. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Et puis, je pense qu'on va vivre une semaine prochaine. Ça va être une sacrée expérience. Effectivement, ouais, grosse semaine la semaine prochaine avec sûrement plein de nouveautés Apple. À la semaine prochaine, salut!